16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à tous et à toutes, et vous êtes toujours dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et cette semaine, je suis accompagné de Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Guillaume. Kevin. Non, Guillaume c'est Kevin. Guillaume n'est pas là. Malheureusement. Non. Mais je me sens moins seul que la semaine dernière. Ouais, mais tu t'es bien débrouillé. Hein. Moi, j'ai écouté le replay de l'émission de la semaine dernière et franchement, il n'y a rien à dire. Bravo. D'ailleurs, je me demande si c'est la peine que je sois là. Si, pour mes cordes vocales, c'est quand même un peu mieux. Je suis pas obligé de boire 2 bouteilles d'eau après. Bon, au menu ce soir, comme d'habitude, la première partie, on vous parlera des sorties de la semaine, des sorties à partir de demain, à la fois côté cinéma et il y a une petite sortie plateforme parce que, comme la semaine dernière, les sorties cinéma sont un peu plus nombreuses. Plus nombreuses. Je pense quand même qu'il y a une influence Festival de Cannes, je pense. Oui, sûrement, ça doit jouer. En deuxième partie, comme d'habitude, nous vous parlerons de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors, on va parler du deuxième acte des Intrus de When Evil Lurks et de The Beekeeper. Et enfin, nous ferons un focus sur le réalisateur George Miller, réalisateur de Mad Max, puisque demain, il y a un petit film pas très attendu qui sort, Furiosa, qui a déjà des avis dithyrambiques de ceux qui l'ont vu à Cannes. Apparemment, c'est extraordinaire. Ça inonde médiatiquement parlant le paysage audiovisuel actuellement. Non, mais c'est... Donc si on le loupe, c'est que vraiment on n'a pas ni la télé, ni internet, ni quoi que ce soit. Hein. C'est ça. C'est pas possible. Il y a des affiches partout. C'est un truc de dingue. Bon, et bien sans plus tarder, nous allons attaquer par les sorties de la semaine. Quelle est la première sortie, Vincent ? Eh bien, on va parler de Marcello Mio. Ça sort au Victoria, l'Astrée, et ça sort aujourd'hui, comme on disait, puisque c'est un film qui est présenté à Cannes et qui fait un peu comme celui de Dupieux, qui sort un peu en avance, en présentation un peu comme ça, privilégiée, on va dire. Voilà. Donc c'est un film de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve et Fabrice Lucchini. Alors en fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara, donc ça tombe bien. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. On écoute un extrait ? Eh oui. C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos? J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. Oh. Je ne peux plus me réveiller. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. Il te manque, c'est tout. Donc un film d'introspection. Voilà, donc on aura compris que Chiara Mastroianni évidemment joue son propre rôle et extrapole aussi la relation qu'elle a avec ses parents, ses fameux et ses célèbres parents de cinéma. Oui. Donc, pas des moindres. Ça fait penser un peu au film de Michel Blanc, les acteurs. De Blier. Oui, il y avait les acteurs de Blier, mais non, il y avait un film joué et réalisé par Michel Blanc. C'était grosse crise. Grosse fatigue. Grosse fatigue. Voilà. C'est vrai. Donc, où il jouait également son propre rôle avec, et puis il y avait tout un tas de délires. C'était assez drôle d'ailleurs. Alors là, je sais pas si le sujet est un peu plus... Ouais, je pense que c'est plus une introspection. C'est plus psychologique que comique, je pense. Bon, on va attendre maintenant le film qui défraie la chronique. Et oui, parce qu'évidemment, la grosse sortie de demain, c'est Furiosa, une saga Mad Max, qui sortira donc au Toile du Lac et au Pâté. C'est réalisé par George Miller. C'est avec Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke. C'est dans un monde en déclin que la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. On écoute un extrait. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse.
Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Une petite reprise de David Bowie, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Moi, je suis toujours très très fan, comme tu le sais. Moi aussi. Et puis là, donc c'est le préquel, donc de Fury Road. Tout à fait. On va revenir sur la jeunesse de Furiosa. On va comprendre pourquoi il ne lui reste plus qu'un bras aussi. Donc, ça s'annonce comme 2h30 d'action monumentale. Tous ceux qui l'ont vu à Cannes disent que c'est... assez décapant. En termes de rythme, c'est c'est alors indéniable. justement, on en parlera tout à l'heure en évoquant la bio de George Miller, Oui. et puis on fera un petit peu le topo à ce sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs à ce sujet. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Autre sortie. Mystère sur la colline au gâteau. Donc c'est sort aux Toiles du Lac et au Pâté de Will Ashurst, je pense qu'on peut le dire comme ça. On va dire ça. La ferme de la colline au gâteau est en crise, aucune récolte ne pousse. Heureusement, Albert, célèbre inventeur de la région, a mis au point une nano-graine révolutionnaire qui peut résoudre le problème. Au cours du voyage de présentation de son invention, à bord de son train laboratoire high-tech, son inestimable graine est volée. Le voleur est parmi eux. Clara et Gavin uniront leurs forces à celles de la célèbre détective Agatha Christensen pour démasquer le coupable et assurer l'avenir de la colline au gâteau. Voilà, un petit extrait. La colline au gâteau doit être sauvée. Albert Quenstein, bienvenue à bord de Méthana X, un train laboratoire unique en son genre. Nous offrons des plats ainsi que des cocktails qui feraient pâlir les plus illustres chefs étoilés de la planète. Voilà, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, c'est un film d'animation, je crois. Tout à fait, c'est ça, tout à fait, c'est tout à fait. Parce que j'ai pas du tout vu quelques bandes annonces que ce soit d'ailleurs. Le trait est même pour les, c'est pour les plus jeunes enfants. Voilà, D'accord, mais ça a l'air plutôt sympathique de prime abord, mais bon. Oui, et puis ce qui est assez remarquable de voir que finalement il y a toujours un petit film d'animation, au moins 2 par mois, on va dire. Voilà. Autre sortie, cette fois-ci au Victoria à l'Astrée, c'est Chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette avec Denis Ménochet, Casey Rowell et Casey Collins. Ça se passe en 1968 aux États-Unis. Martin Luther King est assassiné et les haines raciales mettent le pays à feu et à sang. Romain Gary et sa femme, l'actrice Jean Seberg, qui vivent à Los Angeles, recueillent un chien égaré, dressé exclusivement pour attaquer les Noirs, un chien blanc. L'écrivain, amoureux des animaux, refuse de le faire euthanasier au risque de mettre en péril sa relation avec Jean, militante pour les droits civiques et très active au sein des Black Panthers. Il n'y a pas de bande-annonce puisque le film est essentiellement en anglais, donc voilà. Il y a eu pas mal d'adaptations. En tout cas, il y en a eu une il y a déjà un certain nombre d'années qui s'appelait Dressé pour tuer, que j'ai entreaperçu il y a déjà longtemps et je voudrais le revoir parce qu'il passe dans des chaînes que j'ai. Et c'est vrai que c'est adapté donc du roman de Romain Gary. C'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué à dire dans ce sens-là. Et donc c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé dans le déroulement de l'histoire, avec des choses qui sont pas du tout conventionnelles, effectivement. Avec une fin qui ne l'est non moins, mais j'ignore si la fin de ce film respectera respecte la fin du livre. Le déroulement du roman. Je sais pas. Donc je verrai peut-être. Je suis un peu partagé à aller le voir justement. D'accord. Et bien, dernière sortie sur les plateformes. Alors, sur les plateformes, c'est Netflix, de Brad Payton avec Jennifer Lopez, Simu Liu et Sterling K. Brown. La vengeance d'un homme prend une dimension nationale après... C'est pas le bon synopsis. Ah merde. Ça arrive, Aïe. des petits défauts. Donc c'est l'histoire d'un film de science-fiction avec Jennifer Lopez qui est pourchassée par un homme qui doit la tuer. Voilà, c'est à peu près simple, mais on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. C'est l'heure de se lever. Je suis réveillée. L'agent Atlas Shepard a passé des années de sa vie à traquer une intelligence artificielle nommée Arlan. Conçu au départ pour faire progresser l'humanité. Ce robot a bien failli la détruire. Si vous voulez vraiment capturer Arlan, je dois intégrer la mission.
Voilà, c'est le petit blockbuster Netflix qui sortira donc ce vendredi, si je me trompe pas. Et Jennifer Lopez, qui continue son petit bonhomme de chemin. La compagne de Ryan Gosling, je crois, c'est ça ? De Ben Affleck. Ah, c'est Ben Affleck. Alors, c'est qui la compagne ? Eva Mendes. Eva Mendes, voilà, j'ai confondu. Mais bon, voilà, Atlas, why not ? Bon, pas trop motivé non plus. Netflix, j'ai pas Netflix, alors je suis désolé, mais là j'arrive. Disons que le problème des blockbusters Netflix, c'est que ça passe très très bien sur le moment, mais c'est très 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 oubliable. Voilà, d'accord. C'est un peu le problème principal. Donc. Voilà. On va faire une première pause musicale avant de vous parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. On va s'écouter Downtown de Anya Taylor-Joy sur une chanson de Petula Clark. Ça vient du film Last Night in Soho. On revient juste après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com, et nous sommes toujours en présence de Vincent. Rebonsoir Vincent. Rebonsoir et bienvenue à tous ceux qui ont pris l'émission en route. Et oui, et maintenant il est temps de parler des sorties des semaines précédentes. Alors, est toujours disponible en salle et que nous vous conseillons, il reste encore demain. Ils ont été bien inspirés de choisir ce titre. Hein, non, mais c'est incroyable. Ça fait 2 mois et demi, mais voilà, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Donc voilà, c'est le retour du cinéma italien, donc c'est bien. Challengers, toujours très bon film avec Zendaya sur le tennis. Bien sûr. Vous avez toujours le blockbuster Fall Guy. Et puis aussi le western avec Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde. Et enfin, un autre blockbuster dont je vous avais dit tout le bien que je pensais la semaine dernière, La planète des singes, le nouveau royaume. Par contre, on est toujours mitigé ou partagé concernant 3 films. SOS Fantôme, la menace de glace, qui est un opus à la vanille, on va dire. Hein, voilà, il se mouille pas trop et c'est un peu décevant. Le biopic Back to Black sur Amy Winehouse, qui a pas l'air de faire beaucoup de succès, non ? Si, alors par contre, il marche très très bien, mais voilà, c'est. Je ne sais pas vraiment où est la qualité cinématographique. On a déjà pas mal discuté, effectivement, voilà. Ça a l'air d'être un peu plat. Voilà. Et la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais un peu mitigé sur le nouveau film familial avec Ryan Reynolds, Blue et compagnie, qui est trop sérieux pour les enfants et un peu trop enfantin pour les adultes. Donc c'est un peu problématique. Trop pas sa place. Donc. Ah non, franchement, et c'est dommage. Ben oui, parce que ça avait l'air d'être assez prometteur. Oui. Il y a une belle affiche. Belle affiche. Alors par contre, côté imaginaire, le réalisateur en a sous la botte. Hein, ça c'est clair. Et du coup, les sorties. Alors du coup, tu n'as pas vu de film de la semaine dernière. Non. Alors donc moi j'ai vu Fall Guy. Tu as vu Fall Guy ? Fall Guy, effectivement, ça m'a un peu déçu quand même. C'est un film quand même qui est un prétexte pour remettre au premier plan les cascadeurs. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, il réussit son pari évidemment. Et puis il y a une petite trame amoureuse entre les 2 personnages principaux que sont Emily Blunt et Ryan Gosling, qui moi me laisse de marbre, je trouve assez superficiel, c'est gentillet on va dire, et ça manque un peu de rythme à ce moment-là, qui est contrebalancé par les scènes d'action qui évidemment sont quand même assez époustouflantes. Oui. Mais surtout celle avec la remorque. Mais ça manque d'un liant un petit peu plus et d'une continuité un peu plus avec un fluide un peu plus régulier, quoi, je trouve. Un meilleur rythme, quoi. Ouais, un meilleur rythme, ouais. Et bien sinon, côté film de la semaine dernière, j'ai pu voir le 2e acte, le nouveau film de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Louis Garrel. Et j'y allais un petit peu à reculons parce que j'aime bien généralement Quentin Dupieux, mais là il faut reconnaître que les critiques venant de Cannes n'étaient pas au beau fixe. Et bien comme d'habitude, il ne faut pas trop écouter les critiques venant de Cannes, puisque j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup ri devant ce film d'1h20 qui, à la base, n'est là que pour raconter
Histoire de Florence, qui est donc incarnée par Léa Seydoux, qui est amoureuse de Louis Garrel. Sauf que Louis Garrel n'est pas amoureux d'elle et du coup, il veut essayer de la faire tomber amoureuse de son ami Raphaël, incarné par Raphaël Quenard, et en même temps, elle veut présenter son père à son amoureux. Donc voilà, on a un quatuor, et sauf qu'on comprend très 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 vite dans le film, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, qu'en fait, nous ne sommes pas là pour voir ce film-là, mais nous sommes là, en fait, pour voir des acteurs jouer ce film-là. Et donc, il y a toute une réflexion sur le métier d'acteur, certains très indignés de la misère dans le monde, alors que d'autres sont juste là pour travailler, certains imbus d'eux-mêmes, d'autres un peu plus proches, on va dire des techniciens, des figurants. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gags très très drôles, beaucoup de réflexions très très bien senties de la part de Quentin Dupieux. Et il y a un figurant incarné par Manuel Guillot qui, c'est sur l'affiche, doit servir 4 verres de vin rouge et ce gag va durer 20 minutes, mais c'est 20 minutes où vous n'allez jamais reprendre votre souffle tellement vous allez rire. C'est extraordinaire. Mais ça a l'air d'être très drôle, effectivement. Ah et oui, franchement, moi, j'aime bien ce cinéma un peu enlevé, un peu humain, que nous présente Quentin Dupieux. Et la bande-annonce est assez originale, puisque c'est vraiment, elle est portée par les 4 acteurs principaux, donc voilà, et qui me semble effectivement aussi tirer vraiment bien leur épingle du jeu dans le cadre de ce film. C'est ça. Et puis, il y a tellement de sous-textes, je veux dire... ces 4 personnages qui vont à un restaurant, donc la première demi-heure vous les voyez marcher vers le restaurant, et donc le restaurant s'appelle le 2e acte, donc littéralement vous voyez les personnages marcher vers le 2e acte. Enfin je veux dire, il y a tellement de sous-lecture et puis de messages aussi entre réalité et fiction. Finalement, est-ce que l'acteur est vrai quand il joue ou quand il comme vit. quoi le cinéma, c'est pas qu'une question d'effets spéciaux et puis de grand renfort d'explosion, de cascade ou de quoi que ce soit. C'est surtout aussi un jeu théâtral aussi, de comédie, on va dire. Et je pense que là, c'est l'exemple parfait de la chose et qui, à mon avis, plaira de manière populaire, parce que comme tu dis, les critiques de Cannes ne voient pas ça d'un œil plutôt ils voient ça plutôt de manière élitiste, donc ils mettent ça un peu de côté, quoi. C'est ça, mais franchement je vous le conseille, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu la semaine dernière. J'en ai vu un autre beaucoup moins bien, c'est un film d'horreur qui s'intitule Les Intrus, c'est réalisé par Rémi Harlin. Alors Rémi Harlin, il faisait des bons films. Je connais pas, moi. Il avait réalisé ce genre de registre-là, toi, apparemment, de films. Ah oui, mais par contre, tu dois connaître des films de Rémi Harlin. Il avait réalisé Die Hard 2, donc 58 minutes pour vivre. Il avait aussi réalisé Cliffhanger. Bien sûr. Avec Stallone. Ah bah oui, effectivement. Et il avait réalisé par contre aussi le très mauvais Driven avec Stallone aussi, où il était pilote de Formule 1. D'accord. Voilà, il conduisait des Formule 1 dans Las Vegas. C'était affreux. Je ne l'ai pas vu, mais effectivement, ça m'a pas tenté. Ah non, c'est affreux. Et là, Les Intrus, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui sont en plein périple aux États-Unis et sont forcés finalement de passer une nuit dans une bourgade un peu isolée du nom de Vénus. La ville s'appelle Vénus. Bon, ça partait bien. Hein. Ça partait bien. Le problème, c'est que le Airbnb va pas super bien se passer quand des intrus vont s'introduire dans la maison et essayer de s'en prendre à ce joli petit couple. Alors, c'est dit comme ça, on a vu ce genre d'histoire 15 000 fois, et alors je vais vous le dire tout de suite, il n'y a aucune surprise dans ce film. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir ce qu'on pourrait appeler dans la collection mon premier film d'horreur. Voilà, c'est... Pour ceux qui n'ont jamais vu de film d'horreur, ils risquent d'avoir un petit peu de surprise, mais bon, le coup de hache à travers la porte. Oui, on en connaît déjà. Hein. On en a déjà vu. Shining. Voilà. Déjà. Des petits jumpscares d'une personne qui arrive par derrière, enfin ce genre de choses. Il y a vraiment très peu de surprises. Et le problème vient surtout du fait que ce film est le premier volet d'une trilogie déjà tournée. Donc le film se termine sur un à suivre. Oui, en plus. En fait, si vous avez vu la bande-annonce, je vous le dis tout de suite, vous avez vu tout le film. Voilà, parce que il y a tout le film. La dernière scène est dans la bande-annonce. Donc, comme malheureusement, ça arrive assez souvent maintenant, je trouve, dans beaucoup de bandes-annonces de films. Hein.
Mais là, c'est violent. C'est vraiment violent. Ouais. Donc, j'espère qu'il y a un intérêt dans le deuxième et le troisième volet pour que cette histoire mérite 3 films. Mais là, pour l'instant, non. Là, je suis navré, mais je vois pas du tout l'intérêt. Si vous avez envie de voir un petit film d'horreur, écoutez, pourquoi pas. C'est un genre franchement à part entière, hein, c'est sûr. Oui, mais alors en termes d'horreur, cette semaine, je vous conseillerais un film bien meilleur, qui est toujours aux Toiles du Lac. Il est seulement aux Toiles du Lac, et je l'avais découvert à Gérardmer. C'est un film d'horreur argentin qui s'appelle When Evil Lurks, qui avait gagné le prix du meilleur scénario, je crois, ou le prix du public. Je crois le prix du public plutôt. Et vraiment, alors là, on est dans un autre registre, c'est-à-dire que c'est pas le film d'horreur gentillet, interdit aux moins de 16 ans, c'est extrêmement gore. Ça doit être vraiment très gore alors, parce que maintenant pour mettre des indications comme ça, il faut y aller fort. Hein. C'est vraiment, on va se dire franchement, c'est dégueulasse, voilà. mais dans le bon sens du terme, parce que vraiment c'est un film d'horreur qui va jusqu'au bout et qui n'épargne personne. C'est-à-dire que même les animaux ou les personnes âgées ou les enfants peuvent y passer. Le film ne se refuse rien. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez libérateur, exutoire, j'ai envie de dire. Sans moi quand même. Ça sera quand même sans moi. Ah oui, voilà. Je suis pas très fan là. Mais pour ceux qui aiment le film d'horreur à la Evil Dead, ça va leur plaire, ça va leur parler, puisqu'on est dans ce phénomène de possession. On ne sait jamais si la personne qui est en face de nous est possédée ou pas. Et voilà, ça donne lieu à des séquences absolument dingues en termes de violence. Mais c'est un film que je vous recommande si vous êtes aficionado de films d'horreur. Courez aller voir When Evil Lurks plutôt que Les Intrus. Et puis enfin, pour ceux qui veulent rester chez soi et qui veulent regarder un petit film d'action, et bien sur Amazon Prime est sorti le nouveau Statham. Ça s'appelle The Beekeeper, donc l'apiculteur. Ça avait fait un carton aux États-Unis. C'est sorti au cinéma en janvier. Ça avait fait un carton. Et je ne sais pas pourquoi, en France, ils ont décidé de bouder la salle de cinéma. Alors, est-ce qu'en France, il n'y a plus de public français pour se déplacer en salle pour voir du Statham? Oh, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup, parce que son dernier film avec les mégalodons avait très très bien marché. Jason Statham est quelque part une valeur sûre du film d'action et tout à fait. De baston. Voilà. Et là, l'histoire, en fait, c'est que Jason Statham est un apiculteur qui loue des parcelles de terrain à une vieille dame. Sauf que cette vieille dame va se faire arnaquer et va perdre l'intégralité de son argent sur ses comptes bancaires. Et du coup, elle va se suicider. Et Statham ne va pas du tout laisser ça comme ça et va donc se venger du début jusqu'à la fin. Il va se venger d'Ardard. Ah, très bien joué. Bravo. Et d'ailleurs, ils l'ont pas fait dans le film. Ah bah alors, écoute. Il y a des vannes, parce que en anglais, évidemment, tu as la vanne to be or not to be. Mais alors to be, B2E, parce qu'évidemment, l'abeille, c'est B. L'abeille. Voilà. On sent que c'est finement écrit. Alors, je vous préviens tout de suite, le film est, en termes d'écriture, absolument affreux. C'est-à-dire c'est pas du Shakespeare, là. Pour le coup, c'est pas to be or not to be. Vous avez des dialogues absolument exécrables où Jason Statham vous expliquez que c'est pire de faire du mal à des personnes âgées qu'à des enfants. Je sais pas pourquoi ça sort là. Mais voilà. Faites un choix. Voilà, choisissez. C'est très étrange. Par contre, si vous êtes là pour l'action, et on va pas se mentir, pour voir ce genre de film, on est là pour l'action. Voilà. Dès que Jason Statham est à l'écran, c'est-à-dire qu'il roule sur l'intégralité du casting. Tout y passe. Et vraiment, c'est un déluge d'action où, quand on se dit, il va aller venger telle personne, ça va prendre 10, 15, 20 minutes. Non. Au bout de 2 minutes, il y va. C'est très rapide, c'est très bien. Et en plus de ça, on peut retrouver des acteurs comme Jeremy Irons, qui est assez comique dans ce rôle d'agent de directeur de la sécurité qui dirige pas grand-chose, on va pas se mentir. Et pour les aficionados de Hunger Games, il y a Josh Hutcherson en méchant qui est absolument exécrable. Une tête à claque. Ouais. Voilà. Jeremy Irons, on le voyait plus trop là, récemment. Hein. Moi j'aimais bien cet acteur. Disons que dernièrement on le voyait, il a joué Alfred dans certains Batman. Oui, d'accord. Où Batman était incarné par Ben Affleck. Et puis sinon, disons qu'il cherche moins les grands films quand même. D'accord. Voilà. Il doit être d'un certain âge maintenant. En plus de ça, il se tient encore bien. Ouais. Il se tient encore bien, mais on sent qu'il
il cherche plus à vraiment à forcer, quoi. Il cherche plus vraiment à jouer, quoi. Il cherche les rôles faciles. Je repense à Jason Statham. Il y a un film dans lequel j'avais beaucoup aimé et c'est Snatch. Avec Snatch, oui, bien sûr. Et là, pour le coup, alors c'est un film d'action, mais c'est plus un film à personnage et surtout à intrigue. Voilà, oui, sur des voyous. Voilà, c'est assez cocasse. C'est assez Guy Ritchie est assez fort dans ce registre-là, oui. Et je trouve qu'il était vraiment pas mal dans ce registre. Et d'ailleurs, c'est lui qui a repéré Jason Statham. Oui. Il l'a vu se balader à Londres et du coup il l'a pris dans. Il est anglais, Jason Statham. Oui, il est anglais. Il est anglais, c'est et ça. Du coup il l'avait pris dans son premier film qui était Arnaque, crime et botanique. Tout à fait. Mais Jason Statham a eu 10 000 vies. Il était plongeur olympique, voyou. Enfin voilà. Il a eu une belle carrière aussi en dehors du cinéma. Tout à fait. Et puis bon, on va dire que Guy Ritchie l'a révélé et puis le transporteur l'a assis en termes d'icône de film d'action. Et maintenant, je pense qu'il est tranquille pendant encore peut-être avoir encore 20 bonnes années de films d'action avec Statham. Oh, peut-être. Ouais, enfin... Quand on voit que Stallone a presque 80 ans, fait encore des films d'action. Voilà. Le cinéma, ça n'arrête plus. Ah, ça n'arrête plus. Et donc, du coup, c'était tout pour les sorties de la semaine dernière. Donc, je rappelle que je vous conseille le deuxième acte, When Evil Lurks et The Beekeeper. Et je vous déconseille assez fortement Les Intrus. Ça vaut pas le coup de se déplacer en salle. Regardez-le chez vous. Je pense que vous ne verrez pas de plus ou moins-value. On va faire une deuxième pause musicale et vu que Catherine Deneuve sort un nouveau film dès ce soir avec Marcello Millo, on va s'écouter Dieu est un fumeur de Havane, interprété par Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve et qui vient du film Je vous aime. On revient juste après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com ou, il ne faut jamais l'oublier, l'application Radio Grand Lac que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, écoute, moi je me régale toujours à être à tes côtés pour parler du cinéma. Et là, on a un gros morceau, parce qu'on a un focus sur un réalisateur, on peut dire de prestige. Il n'a pas fait beaucoup de films, mais indéniablement, il a marqué le 7e art. Là, et puis c'est clairement le cas, et on va expliquer pourquoi d'ailleurs par rapport à des films tels que Fury Road, etc. Et donc, ce réalisateur, c'est Yorgos Miliotis. Ah non, ça c'est son vrai nom. Ah oui. C'est son vrai nom, Yorgos Miliotis. Et en fait, non, c'est plus connu évidemment sous le nom de George Miller. Donc il est d'origine grecque. Il doit être d'origine grecque, effectivement, et il est né le 3 mars 1945, donc ça fait quand même de lui un réalisateur qui a 79 ans, et moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui réalise des blockbusters aussi punchy que peuvent l'être Fury Road ou donc Furiosa qui sort demain. Ah bah c'est qu'il est plus punchy que des réalisateurs trentenaires, c'est ça qui est inquiétant. Alors il est né en Australie, dans une petite commune qui s'appelle Shenshia, dans le Queensland. Et il voulait embrasser la profession de médecin dans un premier temps, et puis il s'est tourné vers le cinéma. Il a bien fait. Il a très bien fait, pour notre plus grand plaisir, évidemment. Et assez d'entrée de jeu, dès 1971, il est scénariste et réalisateur d'un court-métrage, et c'est pour ça que je veux en parler, parce que vous allez comprendre, qui s'intitule Violence in the Cinema, partie 1. Donc déjà, ça annonce un petit peu la couleur, je dirais, la tendance un peu de ce que va être son cinéma, mais pas que, puisqu'on a dit aussi également qu'il arrive à faire un grand écart, mais on va vous en parler, bien sûr, au fil du temps. Alors, il obtient pour ce petit court-métrage donc 2 prix australiens au Film Institute Awards, qui est présenté au festival, donc et pas au festival comme c'est joli aussi, mais bon, c'est spécial, de Sydney et de Moscou. D'accord. Et donc assez rapidement, en 1979, il va créer son premier film qui va le faire connaître mondialement, Mad Max Road Movie. Dès le premier, quand même. Dès le premier. C'est quand même impressionnant.
Et puis ça annonce la couleur pour plein de films qui vont reprendre les thèmes de ce film. Un héros solitaire avec un véhicule, une voiture ou une moto. Avec aussi un côté dystopique de la société qui part en vrille. Et comme légèrement malheureusement sur le premier. Un peu plus sur après. Ah, le premier, il est hard. Hein, mais en termes de dystopie, il est encore léger. On pourrait croire que ça se passerait dans 5 ans. Oui, tout à fait. C'est les prémices de ce que la société dans laquelle la société va tomber, on va dire. En 81, il tourne Mad Max, donc évidemment le deuxième, Le Défi, qui est plutôt bien réussi. On peut dire que c'est l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que aux États-Unis, vu qu'ils avaient la crainte que le premier n'avait pas été vu, ils l'avaient renommé The Road Warrior. Oui, pour faire un petit rappel peut-être du fait que c'est quand même ça se passe la plupart du temps de manière itinérante. C'est ça. Voilà. Et en plus, on peut le dire que l'avantage de la saga Mad Max, c'est que chaque film peut être vu à part. Il n'y a pas véritable nécessité à revoir les précédents, et même il y a toujours une légère modification du personnage par rapport à ce qu'on avait vu avant. À chaque fois, c'est un renouveau. Mais là, je dirais qu'en termes de côté réalisme, c'est moins marqué, et on rentre plus dans une forme de fiction avec déjà une certaine esthétisme de la violence. On y reviendra. Et en 85, donc, il fait le troisième, Au-delà du dôme du tonnerre, mais qui ne rencontre pas un succès phénoménal. Il y a des histoires assez tumultueuses au niveau de la production qui vont l'amener à ce que ça ne se passe pas aussi bien que c'était prévu. Alors il est co-réalisé par Georges Ogilvy, et à ce qui paraît, George Miller n'aurait réalisé que la séquence de course-poursuite de fin. D'accord. Et tout le reste serait réalisé par Georges Ogilvy. Alors, à confirmer, il y a des sources qui se contredisent un peu là-dessus. Mais du coup, ça expliquerait peut-être le fait que la meilleure scène du film, c'est quand même la course-poursuite de fin, et que le reste est très à part. Et en fait, il y a aussi le fait que il y avait son producteur avec lequel il a créé sa maison de production, qui s'appelait Byron Kennedy. Lui, en 82, il décède dans un accident d'hélico. D'accord. Et donc apparemment ça perturbe un petit peu justement tout ça, parce que avant que ça ne sorte, c'est sorti en 85, mais c'était déjà entamé depuis un certain temps. Oui. Et c'est ce qui aussi crée, à mon avis, quelques petits problèmes. Mais il est assez connu aussi avec la fameuse chanson de Tina Turner. D'ailleurs, oui, qui est fort probable que je vous la passe avant la fin de l'émission. Merde, j'ai spoilé un peu. Non, c'est pas grave. Ça semble évident. Entre-temps, il avait quand même été invité par Steven Spielberg à réaliser le dernier segment de La Quatrième Dimension, quand même. Film très particulier, qui a une histoire très 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 particulière. Alors, un drame impressionnant. Ouais. Et donc de l'avis des critiques de manière générale, c'était vraiment le meilleur de l'anthologie de ces séries de films, on va dire. D'accord. J'avoue que je ne l'ai pas encore vu, La Quatrième Dimension, mais je connais bien sûr son histoire sur le segment de John Landis où le réalisateur Vic Morrow et deux enfants figurants ont hélas trouvé la mort, puisque un hélicoptère a perdu le contrôle et venu s'écraser sur eux. C'est peut-être à ce moment-là, non parce que là... C'était John Landis qui avait réalisé ce segment-là, donc c'était pas George Miller. Non, mais il y avait Byron Kennedy, donc c'est quand même assez étrange qu'il soit mort également, lui, dans un accident d'hélico. Est-ce que c'était pas... Ça n'a aucun rapport ? Je pense que ça n'a aucun rapport. D'accord. Daniel Balavoine n'était pas non plus dans ce même hélicoptère. Il n'était pas non plus. Donc en 87, on poursuit la filmographie de George Miller. En 87, il y a les fameuses Sorcières d'Eastwick, qui est quand même avec des acteurs emblématiques tels que Jack Nicholson, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer et Cher, qu'on ne voit plus trop maintenant, effectivement. Non. Un film qui était plutôt très sympathique, avec beaucoup d'humour aussi. Oui. Humour pour adultes, je tiens à préciser. Humour pour adultes, oui. Il faut bien préciser. Avec une phrase très jolie, je trouve, de Jack Nicholson, parce que du coup j'ai découvert le film hier soir, et Jack Nicholson a dit il dit dans le film, le mariage est un événement dans lequel l'homme est heureux et la femme
devient de moins en moins heureuse. Sauf que le mari se plaint 20 ans après qu'il couche avec un Maccabée, sauf que c'est lui qui l'a tué. Enfin voilà, c'est assez bien résumé. Oui, il y a beaucoup d'humour au second degré et d'humour noir dans ce film. Oui. Donc il va créer également, il va faire Calme Blanc également. Alors en production, oui, voilà, avec Nicole Kidman, si je me trompe pas. Nicole Kidman et puis l'acteur, alors je me rappelle plus son nom, qui jouait dans Jurassic Park. Sam Neill. Sam Neill, voilà, c'est ça. Que j'aime bien d'ailleurs, c'est un acteur qui est formidable. Oui. On va le voir aussi assez souvent au Festival de Cannes, parce qu'il va y apparaître assez souvent en définitive, puisque en 88 il est membre du Festival de Cannes, dont le président est Ettore Scola à cette époque-là. Entre parenthèses. Il va tourner plus tard, un peu après, Lorenzo avec Suzanne Sarandon, mais qui sera un film qui est plutôt bien, qui est une bonne réalisation, mais qui sera un échec commercial, malheureusement. Bien critiqué, mais un échec total. On est vraiment dans le registre du drame, en plus sur une histoire vraie, sur des parents qui ont inventé du coup la fameuse huile de Lorenzo pour soigner leur enfant. Voilà. Et puis là, on arrive, on fait vraiment le grand écart avec George Miller, parce que il écrit et produit Babe, le cochon devenu berger. Alors, quand on a fait Mad Max passer à Babe, le cochon, c'était quand même assez particulier. Ah, c'est dingue. Et moi, j'avoue que j'ai bien aimé. J'avais vu ça parce qu'à une époque, j'avais mes enfants qui étaient d'un jeune âge et puis on regardait assez souvent. Mais moi, je suis assez client. Et franchement, c'était vraiment très sympathique. Je vais te faire mal, mais je suis aussi vieux que Babe, le cochon devenu berger. Donc j'ai bien grandi avec Babe. Là, il n'y a pas de tout. Ça a quand même mis. Alors c'est sorti en 95, mais ça a quand même mis 7 ans de développement avant d'être créé. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'effets spéciaux qui ont été mis au point à cette occasion. Et ça a eu d'ailleurs, ça a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels. Ah franchement, puis ça reste encore assez invisible. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment non, c'est remarquable ce qu'il a fait là sur ce film-là. Il travaille aussi l'adaptation d'un roman qui est Contact de Carl Sagan. Et à l'origine, il est à l'origine, donc j'ai appris qu'il était à l'origine du choix de Jodie Foster comme actrice dans ce film, mais pour diverses raisons et ça va être assez compliqué. Il va quand même garder la franchise des Mad Max, mais donc là il va être dégagé. Et c'est Robert Zemeckis qui va le faire en 97. Contact qui est un excellent film de science-fiction qu'on conseille. Très bien. En 98, il est scénariste et réalisateur, donc, puisque le succès a marché de Babe, il fait Babe 2, le cochon dans la ville, mais alors là, par contre, ça ne rencontre pas le même succès, et c'est un flop, à tel point, je crois qu'il y a un dépôt de bilan de sa société de production qui se produit, il me semble. Après, je me souviens que, la suite était forcément moins bien que le premier, mais, on sentait, du coup, vu qu'il réalise un peu plus la patte George Miller, et surtout une manière d'être assez cash sur certains éléments, comme la mort de certains animaux, qui va être montré d'une certaine manière très mise en scène, mais voilà, on va dire qu'il va pas détourner certains sujets juste sur le simple fait que c'est un film pour malgré que ça soit un film un peu plus pour tout public, voilà. C'est peut-être aussi cet aspect-là où peut-être les gens en avaient un peu marre aussi de voir ce genre de film. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il revient encore en tant que membre du Festival de Cannes, cette fois en 99, dont le président est David Cronenberg. Ah oui, c'est bien. Il a une longue absence de environ 8 ans. Et là, il revient à ses anciennes amours de films d'animation, puisqu'il se met en 2006 à Happy Feet. Donc c'est l'histoire d'un manchot qui est sur la banquise, évidemment, et puis il y injecte un peu l'esprit des comédies musicales de Broadway. C'est vrai. Donc d'ailleurs, il obtient l'Oscar du meilleur film d'animation à ce titre. Avec beaucoup de clins d'œil, la maman de Mumble s'appelle Norma Jean, donc le clin d'œil est évident avec Marilyn Monroe.
c'est un beau film d'animation, mais oui, moi j'aimais bien le premier. Bon, après, hélas, c'est un peu le problème des films numériques, des films d'animation numérique de cette époque-là. Ça a pris un petit coup de vieux. Ouais, c'est vrai. C'est un peu vide par moment à l'écran. Et peu après, il a un ambitieux projet, celui d'établir un film qui s'appelle Justice League Mortal, mais qui ne se concrétise cependant pas. Pour diverses raisons, il a eu pas mal de déboires, je trouve, au niveau de ses productions à certains moments de sa vie. Là, au final, surtout que là, on est dans une période plutôt creuse, parce que même si Happy Feet est un succès, je pense qu'aux yeux d'Hollywood, il est vu plus comme un réalisateur de films d'animation à cette période-là, et moins comme un réalisateur de blockbuster, et du coup, cette adaptation de Justice League tombe à l'eau, alors que le casting était déjà tout fixé pour Superman, Batman, tout ça, et voilà. D'ailleurs, en 79, la date à laquelle sort Mad Max, il y avait Superman qui sortait également. C'est vrai. En 79. 2011, donc, il fait Happy Feet 2, mais qui là est pas terriblement bien accueilli non plus, a priori. Ça fait un flop. En 2012, le retour de Mad Max, alors là, c'est le gros... 2015 en fait, il commence à entreprendre le tournage en 2012 et ça sort effectivement en 2015. Avec 3 ans. Fury Road, la route du chaos. Et d'ailleurs, ça lui va bien parce que c'est un peu son cinéma, c'est un peu le chaos, son cinéma. C'est vrai. Et donc, il remporte un succès auprès de la critique de manière mondiale, obtenant aux Oscars 2016 pas moins de 6 trophées quand même, et donc qui est interprété par Tom Hardy et Charlize Theron, qui en font vraiment la quintessence qui en sortent la quintessence. Ah, tout à fait. C'était une grosse claque. Apparemment, ça s'est très 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 mal passé entre Tom Hardy et Charlize Theron. Ils s'entendaient pas du tout. Ils s'entendaient pas du tout, et à tel point que même Charlize Theron avait été obligée de prendre des gardes du corps pour se protéger, ayant des craintes que Tom Hardy s'en prenne à elle, pardon. Ouais. Et lui étant insupportable manifestement dans la manière de se présenter au tournage, etc., faisant perdre du temps à pas mal de gens et étant pas très professionnel, ce que lui avait fait remarquer Charlize Theron, et ça s'était vraiment pas bien passé entre eux, donc à tel point, je crois que sur le dernier opus là, il a mis au point certaines choses pour que ça ne se reproduise plus entre ces deux acteurs principaux. Je pense que là on est sur un tournage démentiel qui a duré plusieurs mois. Je pense que c'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs de manière officielle. C'est très facile de péter un câble en fait quand tu tournes dans le désert pendant des mois et des mois sans savoir si le film que tu vas faire va être un chef-d'œuvre ou une catastrophe ambulante, parce que là vraiment c'est le retour de George Miller. Et d'ailleurs on peut dire qu'il prend sa revanche, et là il montre Hollywood en disant regardez ce que je sais encore faire, et d'ailleurs tout le monde s'est mis à genoux devant lui. Alors, ça a marchoté, ça a bien marché, mais ça n'a pas non plus été un succès dingue, mais de manière critique, c'est pour... visuellement, c'est une claque, parce que... on reviendra là-dessus après. En 2016, donc, il se retrouve à nouveau au Festival de Cannes, mais cette fois en qualité de président. Bien évidemment. Voilà. Donc c'était un peu logique et légitime. T'as fait un super bon film l'année dernière, ça te dirait de venir, voilà. En 2020, il tourne 3000 ans à t'attendre, qui est présenté comme une romance épique en cinémascope, qui est un peu l'anti-Mad Max, d'après ce que j'avais cru comprendre, mais tu me dis, en fait, par contre, il a pris les mêmes collaborateurs. Oui, c'est très George Miller, dans le sens que on retrouve son goût pour montrer le physique de certaines personnes. On pourrait qualifier de physique ingrat. Lui va les mettre en valeur, va les mettre en scène, va les mettre au premier plan. Et c'est aussi une tournure très amusante des Contes de Mille et Une Nuits, puisque le personnage principal, incarné par Tilda Swinton, va acheter une lampe ou un vase, j'ai un doute. Je l'ai pas vu, alors je pourrais pas te confirmer, mais j'aimerais bien le voir, ce film. Et une lampe ou un vase, évidemment, en le frottant, elle va tomber sur un génie qui va donc lui raconter 3 histoires. Et du coup, c'est ce film-là. C'est un très 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 beau film qui avait été présenté d'ailleurs à Cannes en 2022, que j'avais raté de peu.
mais que j'ai rattrapé par la suite. Et franchement, très très beau film. Surtout, la chanson et la musique excellente. Et la chanson de fin est interprétée par Matteo Bocelli, le fils d'Andrea Bocelli. Et c'est la même voix. C'est incroyable. Et donc dans la foulée, il s'attaque à Furiosa, évidemment, qui est le préquel de Fury Road, dont l'actrice est Anya Taylor-Joy, pour l'actrice féminine, et puis l'acteur... Chris Hemsworth. Thor. Voilà. Et donc voilà, on est arrivé au bout de la bio. Alors que il y a quand même aussi une chose, c'est que George Miller devra tenir un rôle dans un jeu vidéo en développement qui s'appelle Death Stranding 2 On the Beach d'Hideo Kojima. Tout à fait. C'est la suite donc de Death Stranding qui est déjà convoqué Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, enfin voilà. Donc comme quoi Mad Max amène à tout à l'âge de 79 ans parce que ah oui, tout à fait. Et il s'arrête pas puisque certes Furiosa sort demain dans nos salles, mais il a déjà annoncé que si Furiosa marche, bien sûr, un autre film Mad Max est prévu et qui devrait raconter les aventures de Mad Max 1 an avant Fury Road. Voilà. Donc on se dirige sur une trilogie Fury Road, quoi. Oui, sûrement. Ouais. Et bon, en fait, moi je l'avais entendu dire que il avait fait ces films-là un petit peu pour une sorte d'avertissement par rapport à la violence, par rapport à plein de choses. Mais en fait, moi je trouve qu'il se mord un peu la queue, comme on dit, dans la mesure où il présente la violence avec un tel esthétisme que finalement c'est assez attrayant en définitive ce genre de film. Et alors c'est très bien léché. Et effectivement, quand on fait la comparaison de plein d'autres films d'action, il y a par exemple, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 2600 plans, ce qui est énorme dans un film de 2 heures, 2 heures et demie, avec par exemple pour Fury Road, il y a 620 répliques, onomatopées comprises, pour 2 heures de film. Donc ça veut dire que c'est essentiellement visuel la manière dont il a de raconter, sachant que les plans, par exemple, pour ça c'était pour Fury Road, les plans ils durent pas plus de 3 secondes, la plupart. Oui, il y en a vraiment très peu qui se. Et c'est vraiment des flashs comme ça. Et autre effet aussi, donc ça fait un effet un peu stroboscopique, on va dire. C'est vraiment ce qu'on peut appeler le cinéma du chaos et qui colle vraiment parfaitement au genre que développe George Miller depuis la saga des Mad Max, avec aussi un petit côté visuel assez fort, c'est-à-dire que tout se passe au centre de la caméra apparemment, et donc ils ont fait un storyboard pour toutes les scènes. Donc là, contrairement à d'autres réalisateurs qui n'emploient pas trop ce moyen, lui apparemment il était très attaché à ça, et il est très effectivement, tout se passe, donc ce qui fait qu'il n'y a jamais un décrochage visuellement parlant pour les spectateurs que nous sommes, puisqu'on a toujours la vision de l'action qui se déroule, puisque c'est toujours au centre. Donc il y a une certaine fluidité, une certaine continuité de l'action, et qui est assez efficace en définitive. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui en ressort le plus. Et c'est, du coup, tu as raison de le dire, un réalisateur avant tout visuel, plus que sur l'histoire, parce qu'il l'a même encore redit récemment que parfois les dialogues, freinent le rythme d'un film. Et Furiosa, qui sort du coup demain, le personnage principal, Anya Taylor-Joy, n'a que 30 lignes de dialogue. Ce qui est très court, c'est moitié moins que Charlize Theron dans Fury Road. Donc voilà, c'est pour lui. Voilà, il faut vraiment réduire, et on est dans la grande tradition du show don't tell. C'est tout à fait ça. Il a quand même une vision très apocalyptique de notre société, mais qui malheureusement est peut-être en train de lui donner raison. En effet. Mais bon, on va dire qu'on sera mort avant de voir ça. J'espère. Mais oui, c'est un cinéma étonnamment très optimiste dans ces films pour enfants. Ah oui.
voilà, très ludique, très ludique, avec un message de protection pour les animaux, un message écologique pour Happy Feet. Et puis on a aussi une récréation post-apocalyptique avec Mad Max qui est là aussi pour nous mettre en garde sur nos déviances, sur notre côté sombre. Il fait un peu de nous les voyeurs quand même, hein, c'est ça. Ce genre qui est éminemment bien réalisé. Hein. Vraiment, c'est l'esthétique de la violence, moi je trouve. Voilà. Eh ben, écoute, c'est tout pour le focus sur George Miller. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Peu de films, mais quand même déjà une carrière très impactante. Et on espère encore en voir 2 ou 3 de ces films, George Miller. Le problème, c'est que ça prend un peu de temps. Donc, oui, il est quand même pas loin de 80. Donc, c'est ça. Moi, je trouve sémillant encore. Hein, oui. Même d'apparence, je trouve pas qu'il fasse l'âge de 79 ans. Hein. Tout à fait. Eh bien, c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté radio, demain, vous allez pouvoir retrouver 4 émissions. Une émission spéciale de l'intuition à la médiumnité de 11h à midi. L'émission Le Jeu du Mouvement, présentée par Joe de 12h15 à 12h30. L'émission Destination Bien-être, présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et enfin, l'émission Les Chaussettes dépareillées, présentée par Mel et Deb de 17h30 à 18h45. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour parler du palmarès du Festival de Cannes, puisque le festival ce sera terminé. On pourra donc donner nos avis sur est-ce que c'est un bon cru ou est-ce que tout ça est un peu frileux. Enfin voilà, on va pouvoir critiquer sans avoir vu du coup la plupart des films. Mais voilà, on va donner notre avis sur qu'est-ce que ça dit de l'industrie du cinéma, les récompenses qui seront données du coup ce samedi. Et pour nous quitter, bien évidemment, vu qu'on a parlé de George Miller, on ne peut pas ne pas écouter Tina Turner, We Don't Need Another Hero, qui est donc la bande originale de Mad Max circonstance 3. Tout à fait. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma. Bonne séance.